Donc là, je ne vais pas entrer dans la profondeur de l'histoire, mais vous allez voir que il y a, je suis en train de parler en français, mais si je dois vous parler de la Hollande, je devrais vous parler en Parler en néerlandais. néerlandais. Là, ça pouvait encore aller très, très, très Donc, vite. il faut dire que tu parles correctement et tu écris correctement le néerlandais. Bon, correctement, je ne sais pas si je dois le dire parce que la langue s'apprend chaque jour. Donc, mais je parle et j'écris comme il faut le Et le néerlandais. français commence à partir un peu. Hein. Non, bon, le français, vous savez, c'est une langue de bavard. Ouais. J'ai découvert que la francophonie, c'est une langue de distraction. Euh, euh, vous allez voir que la Hollande, comme c'est un petit pays, avec une langue qui est moins importante par rapport au monde entier, essaie de survivre. Et c'est ça même la force. Euh, les Hollandais, ils ont été partout. Vous les trouvez en Afrique du Sud, hein, vous les trouvez, Suriname. voilà, vous les trouvez en Suriname, vous les trouvez ils étaient en Indonésie, comme leur colonie, mais ils étaient aussi euh, à New York. Vous voyez, vous allez trouver New Amsterdam, tout ça. Donc, il y a celui qui a même découvert New York, c'était un Hollandais. Alors, ce sont des gens, des voyageurs. Ce sont des gens qui sont dans le commerce. Et ce sont des gens, collectivement ou individuellement, qui se retrouvent partout dans les fonds fins du monde et qui ont de l'exploit. Explique-moi un peu, parce que quand on arrive, quand moi j'étais encore étudiant en Belgique, on partait à Amsterdam, mais on voyait une liberté presque exagérée, une tolérance aussi exagérée. Comment expliquer ça chez les Hollandais? Parce qu'il faut dire que malgré un peu maintenant, on commence un peu à parler de l'extrême droite. Les temps quand nous partions en Hollande, surtout à Rotterdam, tout comme Amsterdam, tout était calme, vous n'avez pas de problème. Ouais. Comment expliquer cette tolérance qui est presque, comment pas évidente, mais qui est toujours en Hollande, Bon, la tolérance hollandaise, quoi. Je pense que je préfère cette liberté de la Hollande que des limites qui sont organisées ici et là en Afrique. Et parce que dans cette liberté totale, chacun trouve son compte. Donc, aussi longtemps qu'on ne s'attaque pas à l'intégrité physique de son voisin, je ne trouve pas pourquoi quelqu'un ne pouvait pas se promener nu dans la rue ou comment la prostitution ne serait pas légalisée, comme c'est le cas à Amsterdam. Et en Hollande, il y a aussi la vente et la consommation de la drogue douce, c'est-à-dire les marijuana et tout, est légale. C'est-à-dire qu'on a des supermarchés où on peut entrer, acheter sa petite drogue, consommer sans que l'on soit dérangé. Donc, est-ce que la question est de savoir, comme c'est le cliché partout, que tous les Hollandais prennent le marijuana, ils sont tous des drogués? Je vous dis que la réponse est non. Nous avons des enfants qui sont très bien éduqués en Hollande, qui ne sont pas dans les marijuana, qui ne sont pas dans le cannabis. Donc, l'image que l'on a de la Hollande, trop de libertinage, ce n'est pas une image vraie. La Hollande, c'est un grand pays, malgré qu'il soit petit d'une façon démographique. On dit que petit mais costaud. Voilà, un pays costaud. Donc, il y a un adage néerlandais qui dit la Hollande est petit mais pense grand. En néerlandais, Nederland is klein, denk groot. Voilà. Nederland is klein, denk groot. Voilà. Ah, ouais. Donc, ça veut dire que il y a des individus qui se propulsent. Et c'est ce libertinage-là qui fait que les gens émergent. Vous voyez? Parce que quand vous coincez les gens, prenez le Coca-Cola, coincez là, coincez, secouez. Et quand vous ouvrez le bouchon, vous allez voir qu'il y a explosion. Alors c'est ça, l'explosion en Afrique avec la démocratisation qui est en train de déborder dans le sang. Donc c'est ça le problème. Oui, et revenons maintenant, tu viens de parler de l'Afrique. Parce que depuis 1960, on a assisté à l'aide au développement. Aujourd'hui, quand on fait les bilans, la Hollande ou bien l'Union européenne ou bien le monde occidental, quand on fait les bilans, on se rend compte que cette aide a été une arme fatale
qui a détruit tous les Africains. Cette aide qui a créé une culture de dépendance, une culture de la quête de la main tendue. Est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il est temps de remettre en cause ces concepts d'aide au développement et peut-être chercher au moins de faire des affaires? Parce qu'on ne comprend pas. L'histoire nous montre que l'aide ne développe pas. C'est impossible d'avoir de l'aide étrangère se développer. Mais ce qui est possible, avec le commerce se développe. La Chine et d'autres pays ont fait le commerce, sont développés. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps que le monde occidental, l'Union européenne, la Hollande remettent en cause ces concepts d'aide au développement et mettent en avant ce que je peux dire les affaires? Win-win. Bon, je vais d'abord commencer par ce que vous avez dit à la fin, le commerce entre la Chine et l'Afrique qui va faire développer l'Afrique. Je me demande si c'est vrai parce que je vois des petits Chinois ici et là, debout avec tout un groupe de Congolais qui sont en train de construire des tranchées. Je ne sais pas si ça s'appelle le développement. Voilà. Donc, l'aide au développement, les concepts, ça n'a pas été un concept congolais ou africain. Donc, et le génie derrière ces concepts, je ne sais pas, moi je les définis comme étant une façon de s'ingérer dans les affaires internes des pays, une façon de s'acheter les influences. Et au moment où, parce qu'il faut revenir au départ, l'idée même de l'aide, ce sont les Français qui ont plaidé quand il y a eu la décolonisation afin que l'on puisse créer cette l'aide pour assister les États nouvellement nés. Donc les États qui étaient sous la France, qui devenaient indépendants. Et tout de suite, on a trouvé que cette aide-là a pris d'autres destinations. Et quand vous lisez Jan van Bilsen, qui a été un professeur ici, qui est d'ailleurs le patron de 30 ans, du plan de 30 ans de l'indépendance, il a dit, c'est lui qui a conçu même l'aide au développement, les départements de l'aide au développement en Belgique. Et comme il l'a conçu, ce n'est pas comme ça que ça a été appliqué. Parce qu'en Belgique, l'aide au développement développait seulement les missionnaires du développement. Donc c'était une question. Tous les Belges qui habitaient ici, quand ils rentraient en Belgique, on leur donnait ces postes-là pour qu'ils soient occupés, pour qu'ils aient un petit boulot. Donc vous voyez que c'était mal parti. Alors, il y a l'aide au développement aussi qui fait que, comme je le disais, pour avoir de l'influence politique, parce que si on n'a pas l'aide au développement, on ne peut pas s'ingérer dans la politique d'un pays. Prenez Sarkozy. Il a fait signer au gouvernement africain des pactes selon lesquels on vous donne l'aide au développement, vous récupérez vos immigrés. Et il y a beaucoup de pays, sauf le Mali, qui n'a pas signé ce pacte-là. Donc vous voyez que d'une part ou d'autre, d'un côté, il y a les Occidentaux qui profitent de cette aide pour avoir l'influence, mais il y a aussi les Africains qui en profitent aussi pour vendre quelque part leurs marchandises. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Alors, est-ce qu'il faut continuer avec l'aide? Je pense que on peut faire du commerce, c'est mieux. Il y a le donnant-donnant, mais l'aide, c'est aussi possible parce que Israël, jusqu'à aujourd'hui, c'est une grande puissance, mais ils ont une aide américaine. Il y a l'Afrique du Sud qui a une aide américaine. Il y a la Chine même, qui a beaucoup d'argent, qui est aujourd'hui, mais nous avons il y a en Hollande des programmes pour aider la Chine. Il y a des pays arabes où la Syrie, qui profitait il n'y a pas longtemps, avant ce qui se passe maintenant, les troubles démocratiques qui se passent en Arabie, dans le monde arabe,
il y avait de l'aide. Donc, les aides peuvent être accordées à des niveaux différents, sous des formes différentes. Pas seulement en matière d'argent ou en cash, mais en assistance technique pour aider au développement. Mais je ne pense pas que le commerce seulement puisse aider au développement, parce que là, il faudra que le Congo ou l'Afrique puisse aussi être en mesure de contrôler ce commerce-là. Oui, M. Alphonse Mwambi, on arrive à la fin de notre entretien. Je voudrais avoir un petit mot sur une explication sur ton ouvrage Démocratie, NIT, Kun It Net. Voilà. Okay. Donc la démocratie ne se mange pas. Ouais. Ça signifie quoi? Bon, on est en pleine campagne électorale ici. D'ailleurs, avant de finir, je voudrais lancer un appel auprès du président de la commission nationale indépendante de commission CNI. Voilà. Les gens comprennent. Alors, CNI, oui. à cette commission, d'ouvrir des bureaux de vote en Europe pour les gens de la diaspora. D'organiser que les gens soient enrôlés là-bas dans les ambassades, et nous-mêmes de la diaspora, nous pouvons financer cette organisation-là. Alors, la question, j'ai oublié. Non, c'est démocratie, NIT. Voilà. Alors, Hein? oui, moi, je suis contre les élections. Je suis contre cette démocratisation qui s'est faite à la hâte en Afrique. Une démocratisation du genre mafia et qui est là, organisée ici et là, des présidents comme on a fait avec la Côte d'Ivoire, la France, qui se permet le culot d'aller enlever Babo et puis placer un monsieur et dire que c'est la démocratie. Cette façon de la démocratie-là, ce n'est pas ma démocratie à moi. Donc, c'est ça, en gros, le sens de mon livre. Il faut commencer par manger local et cela d'une façon mentale et d'une façon démocratique. Vous allez vous développer. Au lieu, on en a parlé avec le développement. Des concepts qui vous arrivent, qui vous tombent de la tête de partout. Vous ne savez pas qui a conçu